Et on va donner la parole au docteur Jean-Paul Améga. Bonjour, docteur Jean-Paul Améga, comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, Mashallah. Je vais bien. Et vous, j'espère de même pour vous tous qui êtes connectés, ceux qui viendront à se connecter, parce que ici, c'est que l'amour. L'amour, c'est pour les vivants et en mémoire aussi de l'amour que nous ont laissé les morts. On est là que pour ça, donc je vous aime. Bonne santé à vous tous. Comme on le dit toujours, Namasté. Namasté, docteur. Namasté. Nous tenons à vous informer toujours que notre salle Zoom ne contient que 100 personnes. Donc, quand vous êtes dans la salle quand vous voulez rentrer dans la salle et que vous remarquez que bon, c'est plein, il faut directement aller sur Global GP. Nous sommes sur Facebook. Vous pouvez envoyer vos questions, vous pouvez répondre, vous pouvez faire comme si vous êtes dans la salle Zoom. Donc, nos salutations à tout le monde. Et on va se tourner maintenant vers le docteur Jean-Paul Améga. Hypertension artérielle, un problème et une maladie imaginaire, conduite à tenir. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, docteur, par cette affirmation? HTA, un problème et une maladie imaginaire, conduite à tenir. Ben oui, on est dans le vif du sujet, mais comme on le fait d'habitude, je vais vous poser la question, qu'est-ce qu'une science? Quand est-ce qu'on dit que quelque chose est scientifique et qu'est-ce que la science? Qu'est-ce que la science? Quand est-ce qu'on peut dire que quelque chose est scientifique? Scientifique. Oui, nous sommes plus d'une cinquantaine dans la salle déjà. Donc, à vos claviers, ceux qui veulent répondre aussi peuvent lever la main, on leur donne la parole. Qu'est-ce qu'une science? Quand est-ce qu'on peut dire que quelque chose est scientifique? Voilà. Oui. À vous la parole. Il y a déjà quelques messages qui sont arrivés. On va les lire rapidement. Bon, il y a Ada du Togo qui dit merci docteur, bonjour tout le monde. Donc, on attend vos réponses. Ceux qui veulent parler aussi peuvent lever la main. On leur donne le micro, on leur donne la parole et ils vont intervenir. Ceux qui sont sur notre page Facebook Global G+ Salle, vous aussi, vous pouvez envoyer vos réponses et on va les lire. Ce qui est marrant, c'est que moi, j'arrive pas à voir ceux qui sont sur Facebook. Je suis en train d'y réfléchir pour y remédier, pour que je puisse les voir aussi. C'est ça. Donc, la question est à nous. Répondez, réagissez vite. On est très nombreux dans la salle. Nous sommes plus d'une cinquantaine. Quand est-ce qu'on peut dire que quelque chose est scientifique? Qu'est-ce que la science, en fait? Qu'est-ce que la science? Qu'est-ce qu'on peut dire? Quand est-ce qu'on peut dire que quelque chose est scientifique? Il y a déjà un message qui est là, ça doit être une réponse. Il y a Djabango Pierre qui dit c'est tout ce qui élève de l'expérimentation, l'observation. C'est tout ce qui relève de l'expérimentation, l'observation. Oui, on observe et puis on expérimente. Pour avoir quelle conclusion? Il a récité un peu les cours de philosophie qu'on a, ou bien d'épistémologie, mais il faut qu'on avance plus. Il y a Roman qui dit ceci, la science, c'est ce qui est vérifiable. Il y a vérifiable, ça veut dire que c'est ce qui est une vérité, n'est-ce pas? Ce qui est vérifiable. Ça veut dire que c'est une vérité. Mais le soleil, excusez-moi, hein, on sait que le soleil ne se lève pas et ne se couche pas. Pourtant, on nous dit ça tout le temps. Le soleil se lève et se couche. C'est vérifiable, non? C'est vérifiable. On continue avec vous, Kofi. Continuez, oui. Le soleil se lève et se couche. C'est vérifiable. Mais est-ce une science? À l'école. En disant que le soleil se lève, c'est l'illusion que nous voyons. Mais c'est vérifiable. Est-ce une science? Oui. Non. C'est ce qu'on nous a appris à l'école.
Mais c'est ça. Mais le dire comme ça, ce n'est pas la science. C'est ça, c'est la nuance. Il y a Tebow Kofi qui dit toute connaissance qui peut aboutir à quelque chose. Et il y a un Phoenix, Tebow Kofi, lui, il dit toute connaissance qui peut aboutir à quelque chose. Et le mensonge qui manipule, est-ce que ça n'aboutit pas à quelque chose? Oui. Est-ce une science? Non. Vous voyez? Quelqu'un qui ne s'est pas identifié, mais bon, il a mis Infinix Smart 6. Lui, il dit la science, c'est tout ce qui est transformé d'une manière générale, fabrication de quelque chose. Oui, je sais qu'il a l'idée, mais ça, il a mal exprimé. Je sais qu'il a l'idée, mais il a mal exprimé. Ce qui est, c'est que dans ce que vous allez dire, dans ce que vous essayez de dire, une science doit être une vérité, absolument une vérité. Mais ce n'est pas tout. Parce que celui qui voit le soleil se lever, se coucher, il est devant une vérité. Mais la question qui ne se pose pas, est-ce que le soleil se lève vraiment et se couche? Non. Donc là... Il ne se couche pas, il brille toujours. Mais vous voyez un peu... Ok. Donc, on continue avec... La vérité, c'est l'amour et c'est pour la gloire de Dieu, la gloire d'Allah. Donc, Allah nous permettra de partager la vérité. C'est ça. Voilà. Merci, docteur. Il y a toujours, comme je le disais, Djambago qui revient en disant ceci. L'ensemble des connaissances humaines qui obéissent à des lois découlent de la recherche et sont vérifiables par expérience. L'ensemble des connaissances qui obéissent à des lois découlent de la recherche et sont vérifiables par l'expérience. Oui, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Vous avez tous l'idée, mais la façon dont c'est exprimé, la façon dont vous l'exprimez n'est pas concis, n'est pas précis, n'est pas clair et n'écarte pas les ambiguïtés. En science, c'est exactement ce qu'il faut éviter. Bien, quelqu'un qui permet depuis longtemps, je crois que ça dure une bonne dizaine de minutes, ou bien peut-être j'exagère. Il faut lui donner la parole, on va voir. Mais... Monsieur ou bien Madame Batako. Allô? Oui. Ouais. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, docteur. Bonjour. C'est ma première fois de vous voir, de vous écouter en direct. Ah. Oui. Vraiment, je suis très content de participer à cette émission parce que il y a une radio à Lomé ici qui relaie vos séminaires que j'écoute chaque matin. Je suis très ravi. C'est le présentateur qui m'a passé le lien. Et vraiment, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous êtes en train de faire. Nous pensons que c'est notre mission que la nature nous a confiée, que Dieu nous a confiée, et ce qu'il nous a confié n'est pas à nous. On n'est pas dépositaire de ça. Nous sommes qu'une courroie, un décodeur pour vous donner ce qui vous revient. Et merci pour votre présence et vos soutiens. Ok. Merci beaucoup. Bon, continuons. Pour répondre à la question, si je me réfère un peu de ce qu'on faisait quand on était au CEG dans les laboratoires. Oui. Oui, la science, c'est un ensemble de connaissances sur un fait. Oui. Un domaine. Oui. Qu'on peut vérifier par des méthodes expérimentales. Oui, c'est exact. C'est ce que les autres aussi disaient. C'est exact, vous l'avez dit d'une meilleure manière, mais c'est exact. OK. Vous voyez, c'est ce que le philosophe résume en disant, un fait qui se répète et qui est reproductible par la compréhension qu'on a de ce fait,
est une science. Je reprends. Un fait qui se reproduit, pardon, un fait qui se multiplie, qui se répète, se multiplie, et qu'on peut reproduire, ou bien qui est reproductible, est une science. Tout ce que vous aviez dit fait partie de ce que j'ai dit, mais sans trop dire, parce que reproduire quelque chose, c'est expérimenter et appliquer. C'est ce que vous aviez tous dit. Mais, comme je vous le dis, quand quelqu'un te dit le soleil se lève et se couche, bien que ça se multiplie et qu'on ne soit pas capable de le reproduire, même si on a des ampoules, ce n'est pas, cette façon de le dire n'est pas une science. Parce que là, le soleil ne se lève pas et ne se couche pas. Vous voyez par exemple, c'est ça. Mais la définition que je viens de donner, un fait qui se répète, se multiplie et qui est reproductible, est une science. Cela peut avoir des bémols. Et écoutez bien la partie là. Je vous dis, cela peut avoir des bémols. Pourquoi? C'est ce qui fait qu'on nous manipule. Parce que le mensonge qui se répète et se multiplie, produisant les mêmes effets, reproductibles, peut aussi se prêter à la science. Peut aussi se prêter du galon de science. Je reprends. Un fait qui se répète, se multiplie et qui est reproductible, c'est ce qu'on appelle globalement science. C'est tout ce que vous avez dit, même si moi je le dis d'une différente manière. Mais le bémol de cette définition que je viens de donner, prêtez bien oreille. Le mensonge qui se répète, se multiplie et qu'on peut reproduire, peut aussi voler l'étiquette de science. Malheureusement. Et c'est pour ça, quelqu'un qui dit le soleil se lève et se couche, évidemment, croit qu'il dit la vérité. Et pour manipuler quelqu'un, il suffit de répéter un mensonge et d'avoir le même effet tout le temps pour comprendre ce mensonge pour une vérité. Et c'est ce qui se fait. C'est comme ça, les écoles sont créées. On nous enseigne des mensonges, on va à l'université. La même chose se répète, les radios, les journaux, les médias, tout confondu, répètent les mêmes mensonges et se font au point où, à un moment donné, moutonner correctement, on se prête au sacrifice après avoir eu des diplômes croyant qu'on a la vérité. Or, science doit être avant tout vérité. C'est pas quelque chose qui se répète, se multiplie, qui est reproductible forcément, qui est une science, mais science doit avant tout être une vérité. Pas seulement une évidence, parce que tout le monde voit évidemment que le soleil se lève et se couche, mais ce n'est pas vrai. La science doit être une vérité absolue. J'espère que cette introduction vous va très bien, parce qu'aujourd'hui, on va faire des envolées un peu scientifiques par moment, mais je vais faire l'effort de rester toujours les pieds sur terre pour que tout le monde me comprenne sans qu'on ait besoin de faire de la haute supposée science qui n'est que récitation et répétition de récitation. Voilà. Je vais éviter ça, je ferai tout, mais gardez ça en tête. Que si je dis tout le temps qu'on nous ment tout le temps, c'est parce qu'on sait que nous ne savons pas que le mensonge reproduit peut se prêter ou bien peut prendre le manteau de vérité. Mais sachez que ce n'est pas parce qu'un mensonge se répète, se multiplie
occupe tous les médias que ça devient une vérité. La preuve, vous avez vu avec le Covid, le matin, le jour se lève. À midi, la nuit arrive. On vous dit le contraire, ainsi de suite. Actuellement, avec les médias mainstream, c'est la même chose. Or, vous ne voyez pas la corrélation entre ces journaux-là et les universités. C'est pareil, puisque nos pays n'ont pas de programme, ils n'ont pas de vision, ils ne créent pas de programme, ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Ici, nous sommes sur la science et la science de la santé doit être la vérité absolue. Ça doit être la vérité absolue. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que c'est vrai que vous devez croire. Il faut vérifier, il faut s'assurer. Et aujourd'hui, on parlera encore de l'hypertension. Je l'avais déjà fait plusieurs fois, mais aujourd'hui, on va encore en parler pour vous ouvrir l'esprit, parce que ce n'est pas tant ce que je vous dis qui compte, parce que ça peut changer, mais votre façon de raisonner, de penser ce que je vous dis, votre façon de voir, votre façon de regarder la chose, de visionner la chose, de faire le tour de la chose, c'est ça qui vous affranchira de l'esclavage. L'esclavage, le pire, c'est l'esclavage mental. Et tout est fait, organisé, pour qu'on soit sur le plan mental des esclaves incapables de s'affranchir. Et ça, pour la santé, je dis, pour les autres, on peut le faire, mais pour la santé, c'est le seul grand bien que Dieu donne à tout le monde, sans différence. On ne doit pas accepter qu'on nous vole ça. Et c'est pour ça, vous devez réapprendre à observer la nature, à comprendre la nature, et à reproduire, s'il le faut, ce que la nature fait, par mimétisme. Et là, vous êtes un scientifique. Nos aïeux n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas fait des universités, mais ils appliquaient les lois de la science pour voler un avion. C'est des scientifiques, même si on nous dit le contraire. Mais c'est, allez, bougez, bougez, bougez. Qu'est-ce qu'un problème? Maintenant, la salle est au niveau d'avant. On bouge. Alors, qu'est-ce qu'un problème? Il semble qu'il y a déjà des messages qui viennent, on va les lire rapidement. Il y a Akafo qui dit « c'est une difficulté à laquelle on est confronté ». Il y a Rouma qui dit « ce qui entrave le cours normal d'une chose ». Bravo. Bravo, vous comprenez. Question, quelqu'un d'autre a quelque chose de plus soft à nous dire, ou bien de plus intelligible? Un problème, c'est un obstacle, un empêchement ou une difficulté. Oui, vous avez raison. Un obstacle, un empêchement, une difficulté. Oui, vous avez raison. Ensuite, j'ai vu quelqu'un envoyer un message tout à l'heure là. Et il y a Amana qui dit, un problème, la personne a dit ceci. Un problème, c'est quelque chose qui inquiète. Ça, non. Il y a Damango. Quelque chose qui inquiète n'est pas forcément un problème. On peut te manipuler. Je viens de le dire tout à l'heure. On a parlé de science tout à l'heure. C'est pas parce qu'on t'annonce la chose qui doit t'inquiéter que ça veut dire que la chose est un problème pour toi. Parce qu'on veut t'inquiéter, on t'inquiète. Je répète, si après le Covid et tout ce qui s'est passé avec le Covid, on dit ceci le matin, on dédie ça le soir, on nie ça le lendemain. Si avec ça, vous ne voyez pas que la science qu'on nous vend n'est que du faux. C'est pour ça, quelque chose qui t'inquiète peut être sûrement quelque chose qui est dit pour t'inquiéter. Et ça, gardez-le. C'est pas parce qu'on te crée l'inquiétude que ça te pose le problème. On a vu avec le Covid,
ils ont créé des inquiétudes, de la panique partout pour pouvoir faire vacciner les gens inutilement pour plein de choses. Et nous, là, je ne sais pas si les morts parlent maintenant en plein jour. Nous sommes là. On nous dit que c'est l'hécatombe, mais non, on est là. Mais les morts parlent en Afrique. Hein? On est là, on parle. Et ça doit vous réveiller parce que la science, c'est d'abord une vérité absolue. Ce n'est pas l'inquiétude qu'on te crée. C'est pour ça, je vais vous poser la question. Quel est le synonyme en français de problème? Il y a 2 ou 3, je crois. Le synonyme en français. Le synonyme en français de problème. Oui. Le synonyme en français de problème. Le synonyme en français de problème. Je vous le dis, c'est... Normalement, il y a 2 ou 3, je crois. Il y a des gens qui ont écrit, qui dit souci, Dibango qui dit oui, souci, très bien, ennui, très bien. Donc, quand on met difficulté, ça fait souci et ennui, un hic, oui, c'est très bien, c'est ça, c'est des difficultés. Mais ça ne se décrète pas. Il faut que la chose soit vraiment un ennui, un problème. Il ne faut pas qu'on le décrète. Ça doit s'imposer ainsi. Donc, un problème, c'est un ennui, un souci, un hic, une difficulté. Et là, on compris. Quelqu'un a ajouté complication. Oui, mais un problème, un ennui, si tu ne le règles pas, ça va se compliquer. Ça, c'est clair. Vous allez voir pourquoi je fais cet exercice-là. Bien, je continue. Qu'est-ce qu'une maladie? Je continue. Hein? Qu'est-ce qu'une maladie? Qu'est-ce qu'une maladie? On nous pose la question, nous sommes plus de 80 dans la salle. Qu'est-ce qu'une maladie? Et il faut répéter aux gens tout le temps. Dès que le truc se coupe, ils n'ont qu'à se reconnecter rapidement. Voilà. Il faut répéter ça plusieurs fois. Oui. Lorsque la conférence se coupe, il faut toujours revenir dans la salle avec le même lien et il faut vite arriver pour qu'on puisse terminer la séance voilà. en du fort. Oui. Qu'est-ce qu'une maladie? Donc, on nous pose la question de savoir c'est quoi une maladie? Qu'est-ce qu'une maladie? Donnez-nous la définition. Il y a déjà des messages qui arrivent. On va les lire rapidement. Il y a Neyou qui dit un déséquilibre. Il y a Diabango qui dit c'est une altération de l'état de santé. Oui. Il y a Ahmed Gora qui dit trouble de l'organisme. C'est des visions assez floues, mais c'est ce qui est partagé. Il y a Fousseni Aïdou, Fousseni qui dit maladie égale crise de guérison. Il y a Akafou. Oui, parce que celui qui dit crise de guérison se base sur ce qu'on voit et le doute qu'on peut avoir sur ça, sur ce qu'on nous dit. Mais bon, et quelqu'un a levé la main, donnez-lui la parole, et puis on continue. Les autres n'ont qu'à répondre par écrit, même sur Facebook, on va voir. Une maladie, c'est un mal-être. Un mal-être. Oui. C'est vrai, c'est un mal-être. Mais quand on perd un parent, on a un mal-être. Est-ce que c'est une maladie? Vous voyez? On ne peut pas compter là-dessus. Dire comme ça un mal-être, oui, je comprends, mais quand je perds un parent ou un enfant, je suis dans un mal-être. Est-ce que je suis malade? Non. Donc, vous voyez? Oui, la personne... on lui a donné la parole. Oui, madame, bon, pardon, monsieur Batako. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Activez votre micro. Activez votre micro, s'il vous plaît, monsieur Batako.
Oui, c'est moi qui venais de parler. C'est moi qui disais un mal-être. Et je disais que, bon, l'exemple que le docteur a donné, je disais, on peut être malade psychologiquement. Ben oui, mais je vous ai posé la question. Est-ce parce que j'ai perdu un parent, je suis dans un état de mal-être, que je suis malade? Non. Vous voyez? D'accord. Vous voyez? C'est-à-dire, tout ce qui est flou cache un loup. Et ce loup-là est caché à bon escient pour nous manger. Et c'est ça. Je ne veux plus que vous soyez mangés par ce loup-là. C'est pourquoi il faut avoir un langage plus précis, plus clair, plus facile, plus accessible, qui n'a plus de confusion dans votre tête. Un problème que rencontre l'organisme, oui. Déjà, vous voyez, Madame Tiga dit, une maladie est un problème. Bravo. Une maladie est un problème. C'est-à-dire, vous devez dire, une maladie est un problème de santé. Bon, et Monsieur Tanté veut tenter quelque chose. Monsieur Tanté veut tenter quelque chose. Je vous taquine un peu. Hein? Je résume tout simplement pour dire qu'une maladie, c'est la mauvaise circulation de sang. Oh, vous avez été coupé, on ne vous entend pas. Bon, je répète, je dis tout court qu'une maladie, c'est la mauvaise circulation de sang. Oui. Dans notre corps. Oui, ça, sur cette plateforme, c'est la bonne compréhension de la chose. Mais, je reviens à ce que Mme Tida a dit. Une maladie est un problème que rencontre l'organisme, c'est-à-dire un problème de santé. On ne peut pas avoir une maladie sans que ça ne soit un problème. Vous me suivez? On ne peut pas avoir une maladie sans que ça ne soit un problème. Mais là, c'est un problème de santé. Ce qui n'est pas un problème de santé, un problème ne peut pas être un problème de santé. Il faut au minimum que la chose soit un problème d'abord, avant d'être un problème de santé. Vous voyez, prenez ce que j'ai écrit, c'est-à-dire que le thème que j'ai donné, un problème et une maladie imaginaire. Pourquoi j'ai écrit ça? L'hypertension, naturellement, quand ça survient, est-il un problème ou bien une solution? Parce que tout à l'heure, on a parlé de problème, on a vu les synonymes. Des gens ont mis difficulté, ennui, souci, hic et consort. Ça, c'est les synonymes. Mais l'antonymie, l'antonyme de problème, c'est quoi? Solution. C'est le contraire total. Mais l'hypertension, c'est comme le prix à payer pour voyager. C'est comme la force à exercer pour ouvrir une porte. Quelqu'un a levé la main, donnez-lui la parole. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Allô, activez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Parfait. Oui. Activez votre micro. Vous avez la parole. Allô, Monsieur Parfait. Passons. Bon, de la part de Monsieur Parfait, donc on peut continuer le développement de docteur. Passons. Il a sûrement fait une erreur. Passons. Vous voyez? Ah, Monsieur Fondant, ou bien Madame, je ne sais pas, qui a levé la main, donnez-lui la parole. Oui, allô? Oui. Oui. La maladie, c'est de quitter de l'état de malade à un état de bien-être. S'il vous plaît, il y a l'écho avec vous. Peut-être qu'il y a
un écran ou quelque chose qui est ouvert à côté, il faut savoir gérer ça pour que nous n'ayons pas l'écho. Je dis ceci. Oui. La maladie, c'est de quitter de l'état malade à un état de bien-être. Vous pouvez répéter encore, s'il vous plaît? J'ai dit maladie, c'est de quitter de l'état malade à un état de bien-être. Ça, c'est la convalescence ou bien la maladie? C'est à vous, docteur, de me situer. Ok. Parce que vous savez, j'insiste sur ces petites nuances parce que je veux que la notion soit claire dans la tête de tout un chacun. Lorsque tu quittes le problème qui est en train de se résoudre, on ne peut pas parler encore de problème. Or, je vous ai dit que pour être une maladie, ça doit être absolument un problème d'abord. Lorsqu'on quitte le problème qui disparaît, ça ne peut plus être une maladie. Passons. Et ce que je vous dis, j'ai dit problème a pour synonyme ennui, difficulté, souci, ainsi de suite. Hein? Ça c'est les synonymes. Mais l'antonyme, c'est-à-dire le contraire de problème, c'est la solution. Et je vous ai posé la question, est-ce que l'hypertension est un problème? Parce que lorsque la route que je dois emprunter pour aller quelque part se gâte, c'est normal que le prix à payer pour aller là-bas augmente. C'est la pression qu'on a. Lorsque j'ouvre une porte que je referme assez facilement, s'il advenait que la porte ne s'ouvre pas, je dois forcer. La force là que je dois exercer, c'est une solution apportée pour ouvrir la porte. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, c'est d'entrer une solution. Ce n'est pas un problème, mais on l'a présenté toujours comme un problème. Mais, vous allez voir, ceux qui ont travaillé un peu sur les liquides savent que dans la statique, c'est-à-dire dans l'étude de l'équilibre des liquides, il y a ce qu'on appelle la pression moyenne exercée par un liquide sur une surface. Et après, on pouvait calculer aussi la pression statique. Et oui, la pression hydrostatique, la pression de l'eau. C'est des mots trop savants. Ceux qui sont des physiciens ou mathématiciens dans la salle et autres savent que la pression hydrostatique, c'est ρGH. C'est barbare. Et là, on va vous parler de Pascal, de la poussée d'Archimède et autres. Bon, passons. Et ceux qui ont poussé plus loin savent que pour les fluides en mouvement, il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres, de la continuité, ainsi de suite, du cisaillement, des contraintes et autres, sans oublier les Torricelli, les théorèmes de Torricelli, de Reynolds et autres, bref. Il faut tenir compte de tout ça pour un liquide en mouvement. Avec ces contraintes, le cisaillement et consorts. C'est des mots, des gros mots que je vais balayer en simplifiant. Mais avant de balayer et de simplifier, je vais rendre hommage à un de mes professeurs, un génie togolais de mes professeurs, qui est professeur de physique et de biophysique, qui, lorsqu'il m'enseignait la biophysique en 2e ou 3e année, je ne me rappelle plus, expliquait tellement avec fierté la circulation. Et il était tellement fier de ça qu'il parle de la loi de Poiseuille et des démonstrations que lui-même il avait faites. C'est-à-dire, tu le vois en transe. Je parle du professeur Maouli Plini ou bien Emmanuel Aidé. Ce génie qui est resté longtemps membre de la Commission internationale de physique. C'est par lui que moi j'ai compris qu'il y a anguille sous roche.
par la prise de tension et autres. C'est par lui aujourd'hui que je comprends aussi très bien tout ce qui est quantique à cause de l'effet génial qui nous a enseigné, l'effet Compton. Je lui rends hommage et que ses enfants soient en soi glorifiés parce qu'ils ont eu la chance d'avoir un père qui a pu accomplir sa mission. Au temple professeur Aidé Emmanuel, biophysicien et physicien, et là c'est l'un des créateurs d'ailleurs de l'université de Lomé. Ils sont 5, il fait partie des 5. Est-ce qu'il vit toujours? Il doit vivre toujours. Il doit vivre toujours. Je le répète, il s'appelle Emmanuel Maouliplimi Aidé. Ce monsieur ne doit pas être mis à la retraite pour qu'on laisse des répétiteurs jeunes et plus dynamiques à enseigner ce qu'ils n'ont jamais expérimenté. Et voilà, avec ça, là, l'hypertension sera toujours un problème au lieu de savoir que c'est une solution. Bref, je viens de rendre hommage à ce génie qui m'a formé et pour vous dire que l'hypertension est une solution. Or, la solution est le contraire d'un problème. C'est l'antonyme du problème. Vous voyez, l'hypertension est l'antonyme du problème. Ce n'est pas un problème, c'est une solution. Et donc, étant une solution, ça ne peut en aucune façon être une maladie. Ça ne peut en aucune façon être une maladie, puisqu'il doit avant tout être un problème. Il n'est pas un problème, il est une solution. Comme je vous le dis, c'est normal que le prix à payer. Je vous ai parlé tout à l'heure des calculs de pression et autres, avec la loi de Poisson et tout, que c'est barbare. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour comprendre. Nos aïeux se débrouillaient bien sans la science qu'on nous a enseigné nous. Donc, je vous le dis, lorsque la route qui t'amène dans ton village ou quelque part se gâte, c'est normal que le prix à payer augmente. Lorsque la porte a des problèmes, c'est normal que la force que tu exerces pour ouvrir soit plus élevée. C'est normal. Le sang a une pression parce que le sang doit conduire, doit amener l'oxygène partout sur nous. C'est ça son rôle. Et lorsque les routes sont bonnes, bien goudronnées, le voyage est facile, tranquille, le prix est bas. Mais ce n'est pas parce que la route se gâte que les gens qui sont à la périphérie ne doivent plus manger, ne doivent plus avoir leurs biens, ne doivent plus avoir de l'oxygène. Et on doit leur transporter l'oxygène. Leur transporter l'oxygène, c'est augmenter la pression. Ça, vous comprenez. Leur transporter l'oxygène, c'est augmenter la pression. Ce qui fait que l'hypertension est une solution naturelle pour vaincre les obstacles sur le chemin. Ces obstacles-là, dont j'ai parlé tout à l'heure, résumés par l'équation de Poisson, la loi de Poisson, ou bien tout ce qu'il y a comme contrainte, cisaillement, élastance, comment l'appelle-t-on, viscosité et tout le reste qu'on peut avoir sur le chemin. C'est normal. Donc, l'hypertension n'est pas un problème, c'est une solution. Une solution à un problème. Le problème, c'est quoi? C'est les obstacles sur le chemin. C'est ce que vous appelez les caillots de sang ou bien les athéros, les plaques d'athérome. Donc, vous comprenez que l'hypertension n'est pas et ne sera jamais, ça n'a jamais été un problème, c'est une solution. Quand vous réparez les routes, les prix du transport baissent. Quand vous réparez la porte, la force pour ouvrir la porte et le fermer baisse aussi. C'est normal. C'est exactement ça l'hypertension. Donc, ce que je vais vous dire pour la première partie, c'est quoi?
L'hypertension n'est pas un problème, c'est une solution. Donc, ça ne saurait être la cause d'autres problèmes. L'hypertension, vous avez compris maintenant que ce n'est pas un problème, c'est une solution. Est-ce que jusque-là, vous avez tout compris? Vous pouvez me poser des questions là-dessus? Parce qu'après, je vais passer sur la maladie. Et pourquoi je dis que c'est un problème imaginaire et une maladie imaginaire? Est-ce que vous avez des questions sur mon développement, sur l'hypertension que je viens de faire? Voilà. Déjà, vous comprenez ici que l'hypertension n'est pas un problème. Ça, c'est clair. Mieux, je vous ai expliqué que si plus il y a des problèmes sur le chemin, plus le prix augmente. Et faisant abstraction de tout ce que j'ai dit, contrainte, cisaillement, comment l'appelle-t-on, viscosité, continue, tous les problèmes qu'on pouvait rencontrer sur le chemin. Prendre quelque chose. Vous pouvez... Prophet, stand aside and look. Some says it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing the songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song. Bravo, docteur. Qui est là. Bravo. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, because none of them can stop the time. How long shall they kill our prophet while we stand aside and look? Passons. Bob l'a dit, il l'a redit. C'est clair. Émancipez-vous, émancipez-vous. Désaliénez-vous. Toute net aliénation quand vous les suivez. Voilà. Ouais. Il y a Fousseni qui dit ceci, docteur, est-ce que la douleur des nerfs peut conduire à une hypertension artérielle? Hey. Fousseni ne sait pas ce qu'on appelle douleur. Ça encore, c'est un autre mensonge. La douleur n'a rien à voir avec un nerf. Ça n'a rien à voir avec un nerf. La douleur n'a rien à voir avec un nerf. C'est comme on vous dit, un journal crée des faits qu'il raconte. La douleur n'a rien à voir avec un nerf. La douleur, les nerfs ne sont que des messagers. Ils ne sont pas le message. C'est comme on vous dit que l'hypertension, qui est un signe, est un messager. Ce n'est pas le message. Le message, c'est les caillots. C'est exactement ce qu'on fait avec la douleur. On vous dit le nerf, c'est le message. Non, le nerf n'est que le messager. Je vous dis, les mensonges, on peut les enchaîner. Mais ici, nous essayons de corriger les b.a.-ba. La douleur n'a rien à voir avec les nerfs. Par contre, lorsqu'on veut opérer quelqu'un et qu'on dit au messager de ne pas dire dans son intérêt, ce qu'on appelle en médecine l'anesthésie, là, c'est comme on dit aux journalistes de ne pas révéler. Il se tait. C'est utile pour opérer. En chirurgie, c'est utile. Mais ça ne veut pas dire que le messager est le message. Je reprends. Les nerfs, on peut leur demander de se taire parce que ça parle comme les journalistes. Donc, quand on ne veut pas que l'information soit dans la masse, on demande aux journalistes de se taire. Le temps qu'on règle le problème. Donc, le nerf n'est que le journaliste. En chirurgie, c'est utile. On le fait taire par l'anesthésie. Ça ne veut pas que le journaliste crée les faits, crée les problèmes qu'il raconte. Non, il n'est pas manipulateur.
Le nerf ne manipule personne. La douleur nerveuse est une escroquerie aussi. J'ai entendu un supposé professeur de quoi, je ne sais pas, il n'y a pas longtemps, sur priorité maladie, comme on nous appelle priorité santé, qui dit qu'il y a des neuropathies, des douleurs neuropathiques mystérieuses. Vous voyez? Ces gros mots-là, quand on ne va pas à la source, on peut se laisser manipuler. Vous avez de la chance. Il n'y a pas de douleur nerveuse. Je vous en prie. Voilà. Mais on peut utiliser le nerf pour vous manipuler. Le journaliste peut vous manipuler. Normalement, le journaliste a obligation de vous donner une information. Et une information doit être quelque chose d'ordonné, de l'ordre, une vérité. Pour corriger un désordre, un mensonge. Mais on peut manipuler le journaliste pour qu'il donne une fausse information, qu'on appelle information aussi. Vous voyez ce qu'on nous fait? C'est ce qui se fait sur tous les plans. Les gens là ne sont pas trop intelligents. Hein? Ceux qui nous manipulent là, ils ne font que la même chose. C'est parce que nous avons accepté docilement d'être des moutons qu'ils continuent à le faire. Formater ces disques-là. Formater ces disques. Voilà. Le nerf n'a rien à voir avec la douleur. Merci. Merci pour la question. Il y a Romain qui dit ceci. Je demandais comment accompagner une personne qui est sous-produit contre la tension à s'en débarrasser. Ah ben voilà, c'est la conduite dont je voulais parler tantôt. Si la personne l'utilise déjà de longs mois, vous devez voir comment il mange. Faire le bilan de sa coagulation. Je répète, si la personne utilise déjà ce truc pendant longtemps, vous devez faire l'inventaire et de savoir comment il mange de ce qu'il mange, pour pouvoir arrêter tout ce qui peut être acidifiant et voler l'oxygène de son organisme pour coaguler le sang. En plus, il va falloir faire quelques analyses pour explorer sa coagulation, qui montre l'état de fonctionnement de son foie et des caillots qui circulent sur lui. À partir de ça, vous pouvez maintenant introduire des choses qui vont empêcher que le sang continue à se coaguler et qui vont dissoudre les caillots qui existent déjà sur lui. En le faisant, petit à petit, vous allez voir que avec l'antihypertenseur qu'il est en train de prendre, la tension sera en train de chuter. Et quand la tension est en train de chuter, vous cassez aussi le traitement qu'il a de moitié, ainsi de suite, jusqu'à l'arrêter. Maintenant, le problème, c'est que souvent, les hypertendus, on leur donne beaucoup de médicaments contre la tension. Si vous avez compris mon développement, normalement, on devait leur donner un régulateur cardiaque. Mais on les met sous beaucoup de médicaments. Et beaucoup de médicaments, il va falloir apprendre à les diminuer petit à petit et à les supprimer. Ça fera l'objet de notre développement total. Mais ce que je vais vous dire, c'est de supprimer tout ce qui est acidifiant, de lui donner des anticoagulants et de surveiller la tension. Au fur et à mesure que la tension baisse, vous diminuez les médicaments. Lorsqu'on fait des efforts de vie tout le temps, ça exige encore plus de force pour que le sang aille partout. Maintenant, lorsque ta tension s'élève, pour baisser ça, pour le régler, on te demande de faire moins d'efforts, puisque déjà, le cœur est obligé de faire trop d'efforts pour servir tout le monde. Si tu exiges encore d'autres efforts, c'est exagéré. C'est pour ça qu'il va falloir te reposer. Mais c'est une solution. Ce n'est pas parce qu'on te demande de te reposer, puisque la nuit, sans hypertension, tu dors, tu te reposes.
C'est pas parce qu'on te demande de reposer que forcément c'était un problème. C'est une solution, mais il ne faut pas en abuser. Voilà. J'espère que j'ai répondu à Yannick. Yannick, eh bien, on est maintenant une soixantaine dans la salle. Nous prions ceux qui ne sont pas encore dans la salle de vite arriver. La manipulation. Vous voyez la manipulation? Et si je n'avais pas compris ce qu'on m'avait enseigné en physique, en dynamique des fluides, en biophysique, je ne me poserai jamais la question que je me suis posée pour savoir qu'on nous ment. On nous ment. On nous ment tout le temps. Alors, docteur, il y a quelques questions qui sont arrivées. On va les lire rapidement. Il y a Yannick qui dit « Pourquoi non ?» Donc, Yannick dit « Pourquoi on impose le repos ?» Bon, c'est déjà fait. Missaji qui dit « Hypertension artérielle est-elle une solution permanente ou une solution intermédiaire ?» C'est une solution intermédiaire. C'est-à-dire que c'est comme pour monter l'escalier, tu dois faire plus d'efforts. C'est exactement ça. C'est une solution temporaire, intermédiaire. Mais imagine que les difficultés qu'il y a, les obstacles qu'il y a sur le chemin, la route qui est gâtée, n'est jamais réparée. Il n'y a pas de tentative de réparation, la route va continuer à se gâter. Donc, ça devient un effort permanent qui va écourter votre façon de faire. Voilà. C'est une solution normalement temporaire, c'est une alerte, c'est un signe pour vous dire votre sang circule mal, vous avez des caillots. Donc, la première des choses, c'est de détruire les caillots, c'est d'apprendre à détruire les caillots. C'est ça. Mais si vous ne le faites pas, ça va continuer à s'aggraver, mais ça ne fera pas de l'hypertension le problème. Donc, la maladie. Je vais vous donner une image assez facile à comprendre. La route se gâte. Et les gens, peut-être, font des accidents sur le chemin. Et on voit un grand trafic. Qu'est-ce qu'on fait naturellement? On peut mettre un policier pour ralentir le trafic. Le temps qu'on répare la route. Et c'est ce qu'on fait. Vous tous, vous voyez ça partout, tout le temps. On régule la circulation pour réparer la route. Et puis après, on libère la route. Et les prix baissent. Mais ça là qu'on fait, qu'on voit tout le temps, on a triché, c'est pas le mimétisme de ce qui se fait dans notre corps. On a triché sur notre corps, ce que Dieu nous a donné, le génie qu'il a mis en nous pour nous soigner. Et c'est ce mimétisme-là qu'on applique sur les routes. Donc, vous comprenez, c'est une solution temporaire. Sauf si vous ne voulez pas régler le problème. Là, ça devient une solution perpétuelle. Une solution perpétuelle va isoler les villages qu'on doit desservir. Et là, ça va vous conduire droit à la révolte. Parce qu'on ne peut pas isoler les partis qui sont réunis. C'est comme dans un pays. Et les gens vont se révolter pour leur indépendance. Ils vont se révolter pour s'attacher à quelqu'un d'autre. Là, on peut avoir les amputations dans le meilleur des cas. Sinon, c'est le cancer et bouffe. La vie en communauté disparaît. Notre corps est une communauté. Et vous comprenez très bien. Il va falloir garantir la libre circulation des personnes et des biens. Et cette libre circulation des personnes et des biens fait que, quoi qu'il en soit, étant donné qu'on est ensemble, le sang doit aller partout, quoi qu'il en soit. Et l'hypertension, c'est ça la solution pour que le sang aille partout. Eh bien, c'est d'ailleurs pour ça que, avec l'introduction que j'avais faite pour
les problèmes que le sang peut rencontrer sur le chemin, résumés en physique, comme les problèmes de continuité, de cisaillement, de contrainte, de viscosité, résumés dans l'équation de Poiseuil, la loi de Poiseuil, quand je parlais de mon professeur. On a encore simplifié ça pour le ramener à une équation simple que je vous ai déjà donnée ici. La pression, le PAM, la pression artérielle moyenne, PAM, est égale au débit, c'est-à-dire QC multiplié par tout ce qui est problème sur le chemin, ce qu'on appelle cisaillement, tout ça, c'est résumé en 3 mots, la RPT. Écrivez sur votre fiche, écrivez P, grand P, grand A, grand M, qui veut dire pression artérielle moyenne. Ce n'est pas le programme alimentaire mondial. Hein. Ce n'est pas le programme alimentaire mondial. C'est la pression artérielle moyenne. Elle est égale au débit cardiaque, c'est-à-dire QC ou DC, multiplié par tout ce qu'il y a comme problème sur le chemin. La RPT, pas le RPT, mais la RPT, la résistance périphérique totale. Tout cela est résumé dans cette formule-là et vous allez comprendre que la pression artérielle étant égale au débit multiplié par la résistance périphérique totale, qu'est-ce que le débit? C'est ce que envoie le cœur, multiplié par le nombre de fois que bat le cœur. C'est-à-dire la fréquence cardiaque et ce qu'envoie le cœur en une contraction. On appelle ça le débit, le QC ou le DC, c'est la fréquence cardiaque, c'est-à-dire le battement, multiplié par le volume d'éjection systolique. Le VES. C'est ça le débit. Mais vous voyez que ce que le cœur doit envoyer, c'est statique, ça ne change pas. La seule chose qui peut changer, c'est le nombre de fois que le cœur bat. Vous comprenez très bien pourquoi les gens ont des palpitations. Mais lorsque la pression monte, la pression artérielle monte, puisque le volume d'éjection systolique ne change pas, c'est soit la fréquence qui change, ou soit la RPT qui change. La fréquence aussi cardiaque est limitée. Donc, si la tension monte, si le PAM s'élève, la seule chose qui peut faire élever cette PAM, c'est quoi? C'est la RPT. Puisque la fréquence cardiaque, c'est très limité, le volume d'éjection systolique, c'est-à-dire ce que peut envoyer le cœur instantanément, c'est constant, ça ne change pas. Donc, vous voyez, si la pression artérielle monte, vous avez 2 facteurs sur lesquels vous pouvez agir. Ralentir le cœur et détruire la RPT, c'est-à-dire diminuer la RPT, qui est tout ce qui est obstacle sur le chemin. Donc, véritablement, quand la pression artérielle monte, on n'a pas à agir sur le volume d'éjection systolique. On n'a pas à agir sur ça. On n'a que à ralentir le cœur par des bêta-bloqueurs et en mettant sous anticoagulant, fondamentalement. Et en 3 à 6 mois, les caillots libèrent la voie, le temps que la voie soit réparée. Et la tension baisse seule. Vous abandonnez même le bêta-bloqueur qui ralentit le cœur parce que le cœur aussi s'accélère. Vous voyez? La pression artérielle s'élève pour lutter contre les obstacles. C'est une solution. Ce n'est pas un problème. Donc ça ne peut pas être un problème de santé. Donc ça ne peut pas être une maladie. Ce que je dis, je défie quiconque. Je défie quiconque, quel scientifique qu'il soit,
physicien, biophysicien, professeur de médecine, je défie quiconque de me prouver le contraire. Je ne suis pas très intelligent, je suis, comme tout le monde, j'ai fait les récitations, mais je me pose de bonnes questions. Et ça, je vous le dis, je défie quiconque pour me prouver que l'hypertension est une maladie. Et c'est pour ça que je dis, l'hypertension n'est pas un problème, c'est un dol. On vous crée une inquiétude pour que vous soyez soumis à cotiser tout le temps. C'est une rente, c'est de l'esclavage. On vous exploite pour une maladie qui n'en est pas une. C'est pour ça que je dis, problème et maladie imaginaire. Les gens vont me dire que là, je fais une conjonction qui pose problème. Oui, les mathématiciens qui sont dans la salle, les physiciens qui sont dans la salle savent que lorsqu'on met « et » entre deux choses, la chose n'est vraie que lorsque la première proposition est vraie et que la deuxième proposition est vraie. Comme ça, leur conjonction est vraie. Lorsque l'un des deux est faux, la proposition est fausse. On nous dit que l'hypertension est un problème. Moi, je dis, c'est un problème et une maladie imaginaire. Ce n'est pas un problème. Ça ne peut pas être une maladie. Si ce n'est pas un problème, ça veut dire que la première proposition, problème, elle est fausse. La deuxième proposition, qui est maladie, ce qui n'est pas un problème ne peut pas être une maladie. C'est aussi fausse. Donc, les deux fausses montrent que l'hypertension ne peut pas être vraie. C'est une fausseté. Je vous parle mathématiquement. Hein. L'hypertension ne peut pas être une vérité. C'est un mensonge. Et c'est pour ça que j'ai dit, pour ceux qui croient encore que l'hypertension est un problème et une maladie, c'est parce qu'ils ont préféré vivre dans le pays d'Alice au pays des merveilles. C'est un pays imaginaire. C'est une maladie imaginaire. Donc, ceux qui en souffrent sont des malades imaginaires de Molière. J'espère que je me suis fait comprendre. Les gens m'envoient des rires, mais ce que je vous dis, c'est grave. C'est grave parce que on vous fait croire que vous avez un problème. Et vous êtes lié à ça. Oui, vous avez un problème, mais est-ce que c'est le problème-là qu'on vous règle? Non. C'est pour ça que j'ai utilisé sur cette plateforme ici le mot DOL. D-O-L. On vient te tromper qu'on fait tout dans ton intérêt. On vient te tromper qu'on fait tout dans ton intérêt et on te manipule. Si on ne t'assassinait pas, mais ça conduit petit à petit à t'assassiner, puisque le sang ne pouvant plus aller partout, il y aura des zones qui auront des problèmes, qui vont crever, qui vont mourir. Vous voyez, c'est là que ça devient un dol. Quelqu'un a levé la main, on lui donne la parole, et puis on continue. Cherchez le mot dol dans le dictionnaire, juridiquement, vous allez comprendre. Et ça, l'hypertension est un dol, entre autres dol. Il y en a plein. L'hypertension est un dol. Juridiquement parlant. Et il y a à ceux qui ont levé la main et on continue. Raphaël Zier qui lève la main, on donne la parole à Raphaël Zier. Alors, monsieur Raphaël, activez votre micro, s'il vous plaît. Oui, merci mon cher, merci docteur. Et je remercie encore docteur pour cette formation. Samedi dernier, il y avait un don de sang à la paroisse Saint-André d'Humbourg. Et je me suis présenté, j'ai respecté les règles.
Le vendredi soir, on me dit après 20 heures de ne pas manger. Donc, après 20 heures, je n'ai pas mangé. Le matin, j'ai fait mon sport normalement et à 9h30, je me suis rendu au lieu où on devait donner le sang. J'arrive, on me dit, bon, est-ce que vous avez fait une activité, vous avez marché? Donc, reposez-vous un peu. OK, je me repose. Après, on prend ma tension. On me dit, votre tension est à 15,9. J'ai dit, bon, je suis un donneur habituel. Et moi, les chiffres là ne me disent rien. Alors, on dit non, avec cette tension, vous ne pouvez pas donner le sang. Et en plus, vous avez 64 ans. J'ai dit, bon, expliquez-moi en quoi le fait d'avoir 64 ans peut empêcher de donner du sang. Et puis, votre chiffre 15,9, bon, moi, je ne me sens pas concerné par ces chiffres. Parce que moi, je me sens bien. Je sens que mon cœur est bien et je ne connais pas l'hypertension comme un problème. Donc, mais les personnes qui étaient là en face, j'ai demandé où est le médecin qui vous a donné cette instruction-là, de ne pas autoriser les gens de plus de 60 ans de donner du sang. Et puis, deuxièmement, lorsque l'hypertension est à du sang, quel est le problème? Bon, naturellement, ils ont dit non, ces instructions qu'on a données, malheureusement, le médecin n'est pas là pour discuter avec le médecin. Parce que moi, je sais que ma tension est normale. Normale, ça veut dire qu'elle devait correspondre aux chiffres 11 et 12. C'est ce que moi, je sens. C'est ce que votre appareil donne, qui est le résultat de mon été. Donc, vous voyez, moi qui avais 85 kilos, habituellement, on me pèse et j'ai 80 kilos. Parce que je sais que ces temps-ci, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai amélioré la consommation de fruits et légumes pour mon poids. Donc, je ne peux pas comprendre que la conjonction de tout ça entraîne un problème. Donc, ce problème-là, ça, c'est le vôtre. C'est comme ça que je suis rentré, mais moi, je ne me considère pas comme malade, hypertendu ou quoi. Voilà. Je vais vous dire quelque chose et vous allez comprendre. J'ai donné une formule tout à l'heure, M. Zé. J'ai dit la pression artérielle moyenne est égale au débit multiplié par la résistance périphérique totale. D'accord? Et que le débit est égal à la fréquence cardiaque multipliée par le volume d'éjection systolique, multiplié ensuite par la RPT. Vous voyez, chaque fois que vous donnez du sang, le volume global de votre sang va diminuer légèrement. Ça diminue. Mais ça ne change pas fondamentalement le volume d'éjection du cœur systolique. Malheureusement, normalement, comment l'appelle-t-on? Et dans ton cas, le don de sang devait être une solution pour vous parce que ça baisse la volémie et ça fera que le chiffre tensionnel devait diminuer. Mais puisque ces gens-là, les infirmiers et autres qui sont là, ils ne comprennent pas grand-chose. Même si le cardiologue est là-bas, c'est le protocole. Ils ne comprennent rien. Ils ne réfléchissent pas. C'est le protocole. C'est le protocole. Mais ces gens-là, tu vas voir, pour quelqu'un qui a une maladie qu'on appelle la polyglobulie et qui est hyper tendu, ils vont lui faire une saignée. Pour traiter l'hypertension dans le vieux temps, on ouvrait les veines des patients et le sang coulait. C'est comme ça, au début, on traitait l'hypertension quand on avait cru que c'était un problème. Donc, c'est vous qui étiez hypertendu si vous n'avez aucun problème. Pour prélever le sang, ça devait être un geste thérapeutique. Mais vous voyez que les gens ne réfléchissent pas. Bon, il ne faut pas les accuser. Hein. Même moi, j'ai fait ça. Hein. J'ai fait ça longtemps. Et vous savez, si je n'avais pas répété là, comme un bon perroquet, je n'aurais pas mon doctorat. Je l'ai fait. Ce n'est pas de leur faute. Maintenant, c'est parce qu'il faut se questionner et comprendre les choses. Maintenant, je suis heureux que vous avez compris. Normalement, le prélèvement devait être une solution d'ailleurs qui soulage ton cœur. Et c'est ce qui se fait par le Lazilix. Pas tous les produits qu'on donne. Alors que c'est mauvais. La saignée est une solution. Donc, le don de sang devient une solution. Heureusement que vous avez compris et là, réglez votre problème de coagulation et c'est ça.
C'est ça le véritable problème que ça cache, l'élévation de votre tension. Voilà. Il y a Samsung qui lève la main aussi. Oui, donnez-lui la parole. Allô, Samsung. Activez votre micro, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Présentez-vous, s'il vous plaît, Oui. monsieur Samsung. C'est monsieur Runga Junos du Bénin. Merci, docteur. Et merci beaucoup parce que je viens apporter l'eau à votre moulin. Et c'est moi qui avais dit la fois passée, ça fait le 27e mois que je n'ai plus pris médicaments de tension, ce que j'ai pris pendant 10 ans. Ah, bravo, bravo. Et je suis un exemple vivant. Et il a fallu, à un moment donné, j'ai commencé par me poser des questions. Et bizarrement, l'univers a commencé par me donner des réponses. C'est ainsi que Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Mais il faut savoir demander. C'est ça. Il a fallu juste que je change mes habitudes alimentaires et presque tous les jours, je marche ou parfois je fais le vélo. Et c'est comme ça, petit à petit, j'ai abandonné le médicament de tension. Je viens d'entamer mon 27e mois. Et vu ce que vous avez dit, j'ai fait la transposition au niveau de la fièvre. Puisque je suis en train de constater que quand nous avons la fièvre, c'est l'organisme qui veut juste nous aider à éliminer les déchets. Malheureusement, quand on va à l'hôpital, on nous donne des cachets pour fermer les terminaisons nerveuses. Alors, depuis un certain temps, je me suis mis à faire une expérience qui a vraiment marché. C'est-à-dire, quand je veux, d'abord, généralement, moi, je n'aime plus comme ça la fièvre. Mais quand les gens ont la fièvre, je leur conseille juste de prendre de l'eau chaude. Malgré qu'ils ont la fièvre, puisque je constate que le corps peut supporter jusqu'à 45 degrés. Donc, quand on a 39... Comme faisaient nos aïeux, quand on a la fièvre, on chauffe de l'eau, on a des chiffons qu'on met sur nous, vous voyez? C'est ça. Donc, alors que, donc, je suis en train de constater aujourd'hui que la fièvre n'a jamais été une maladie. Donc, j'ai fait le lien avec ce que vous avez expliqué concernant la tension. Merci, voilà mon témoignage. Merci, merci. Il y a des nuances, bien sûr, mais notre sujet n'est pas sur la fièvre. Il y a quelques nuances parce qu'on doit faire de ce que nous partageons une science vérifiable tout le temps et partout. Il y a des nuances. Le sujet n'est pas ça. Merci pour votre témoignage et puis bienvenue dans les vivants sans hypertension. Mais l'hypertension, c'est comme on va dire à quelqu'un, si tu as de l'argent par moment, tu es devenu riche par moment, c'est pas bon. C'est ça. Passons. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Samsung a écrit quelque chose ici qu'on n'a pas encore lu. On va le lire rapidement. Il a dit « Bonjour à tous. Tel que l'hypertension est une solution par expérience, je trouve aussi que la fièvre est une solution. Nous signalons que notre corps a des déchets à éliminer, mais on en fait une maladie et on nous fait prendre des cachets pour baisser la fièvre. » Êtes-vous d'accord? Je vais vous donner un exemple. Même quand on a la fièvre, quand on fait des anticoagulants, la fièvre baisse, disparaît. Allez comprendre. C'est comme, je vous donne une image, hein. Vous avez des égouts qui passent devant chez vous. De l'eau circule dedans tout le temps, fait passer les déchets tout le temps, il n'y a pas de problème. Mais dès que la circulation ralentit, ça commence par être putréfié. Ça sent mauvais et autres. Vous voyez ce que c'est? C'est exactement ce qui se passe en nous. Pour avoir la fièvre, ce n'est pas le sujet, on en parlera, mais tout est lié. C'est pour ça que je vous ai dit, il n'y a pas de maladie sans caillot. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Bon. Puisque nous savons que nous n'avons que deux problèmes, l'oxygénation et la circulation, vous comprenez très bien. Je ne me suis pas levé comme ça pour le dire. C'est après avoir fait l'inventaire global
de tout ce que j'ai récité et dans l'application, le résultat ne suit pas, même si les gens guérissent. C'est d'ailleurs honnête à ce point, quand on dit le médecin soigne et Dieu guérit, puisque le médecin ne fait que vous flouer. Vous comprenez très bien que la plupart du temps, c'est Dieu qui nous guérit. Mais Dieu dit, nous sommes à son image. Donc, nous sommes à peu près, sans blasphémer, comme Dieu. Ça veut dire que si Dieu guérit, nous pouvons guérir aussi. Si Dieu guérit, nous pouvons guérir aussi. Il est le suprême. Mais s'il guérit, nous pouvons guérir. Mais on ne va pas s'arrêter de soigner. C'est là qu'on nous ment. On nous ment tout le temps. Mais je vous ai dit, parce que les mensonges durs se répètent, se multiplient, au point où on peut les reproduire. Ah, on croit que c'est une science, mais sachez-le. On a beau le répéter, le multiplier, le reproduire, le mensonge restera mensonge. Et le mensonge ne sera jamais Dieu, ça ne sera jamais divin. Et maintenant, vous qui êtes ici, vous comprenez très bien que quand on a la tension qui monte, c'est qu'il y a problème de circulation. Quand il y a problème de circulation, c'est qu'il y a problème d'oxygénation. Quand il y a problème d'oxygénation, donc il y a problème, quand il y a problème d'oxygénation, il y a hypertension. Vous vous rappelez ici, je vous ai dit qu'il y a un truc qu'on appelle hypertension paradoxale. Voyez comment on nous manipule. Je vais vous détailler l'hypertension paradoxale. Quelqu'un qui a des problèmes de respiration ou quelqu'un qui fait un accident où le thorax est blessé, écrasé, même s'il n'était pas hypertendu, sa tension monte. Celui-là, quand on lui donne l'oxygène, la tension baisse. Et ils appellent ça hypertension paradoxale. Vous voyez, c'est pour ça que vous allez savoir qu'on nous manipule. Si vous comprenez ça, la tension ne monte que lorsque la circulation diminue, donc que l'oxygénation diminue. Quand on te donne l'oxygène, la tension se normalise. Et pourtant, dans l'enseignement qui m'a fait médecin et qui en fabrique d'autres plein maintenant, on dit la vérité que c'est une contre-vérité, c'est-à-dire que l'hypertension, là, est paradoxale. Quelle est la différence entre cette hypertension et ce que les gens ont tous les jours quand ils mangent des acides qui vont détourner ou des oxydants qui détournent leur oxygène et qui sont des caillots et la tension monte. Ça revient au même. Ça revient au même. C'est pour ça qu'il faut toujours utiliser la logique mathématique. Comme je vous le dis, il faut toujours utiliser la logique mathématique en posant de bonnes questions de logique. C'est enseigné comme hypertension paradoxale parce qu'on sait que le médecin n'a pas le temps de réfléchir avant de faire ce qu'on lui dit. Et on le manipule. Quelqu'un a envoyé la définition de dol. Et là, lisez bien. C'est exactement ça. Il dit dol, manœuvre frauduleuse destinée à tromper, dolosif. Eh bien, tout est dit. On te fait croire qu'on fait les choses dans ton intérêt, on te crée des inquiétudes et avec ta panique, tu cours vers. Est-ce que ce qu'on a fait avec le Covid, c'est différent? Non. Les autres maladies, ce n'est pas la même chose. Le diabète, je vous ai dit, au lieu de vous parler du problème de magasinage, on vous dit tu peux tout manger et que c'est un problème d'insuline. Vous voyez comment on nous manipule? Comment vous voulez traiter ce qui n'est pas un problème pour que le problème disparaisse? Non. Non. Et là, c'est de l'escroquerie. C'est pour ça que je dis c'est un dol. C'est de l'escroquerie. Cessez d'être des malades imaginaires. Mais je le dis, en urgence,
Lorsque la route est gâtée, avant de le réparer, il faut faire quoi? Il faut réguler la circulation. Donc, donner à la personne un régulateur, c'est-à-dire ralentir pendant un petit temps la circulation pour pouvoir réparer le problème. Parce que le problème n'est pas la circulation en fait. Mais on ne peut pas ralentir la circulation tout le temps. Ce n'est pas possible. Et c'est là que ça devient une escroquerie. Donc, des antihypertenseurs, au-delà de 6 mois, c'est une escroquerie. Sauf si la personne ne veut pas changer d'alimentation. Sinon, c'est une escroquerie. Et ça, je vous le dis honnêtement, la tension n'a jamais tué quelqu'un. Je répète, et je dis, quiconque veut me contredire, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas l'absolu, qu'il vienne et qu'il me le démontre autrement, scientifiquement parlant. Mais je vous le dis, je ne suis pas assez intelligent, mais mes questionnements m'ont montré que l'hypertension, ça n'a jamais été un problème. C'est une solution. Jamais. Et quelqu'un qui soigne un problème, qui est une solution, qui a une maladie, qui n'est qu'imaginaire, est un malade imaginaire. C'est un malade imaginaire. La solution, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, d'emblée, lorsqu'on voit que la tension monte, si vous avez des signes alarmants, c'est-à-dire des maux de tête par ici, des douleurs par là, rapidement, il faut ralentir le truc parce que j'ai déjà vu ça. J'écrivais le drame, je vais bien lire ce que j'écrivais en 2012 ou 2011, je ne sais plus. Le drame, c'est que les hommes soient aveugles au point de ne plus être accessibles qu'à l'erreur. Le drame, c'est que les hommes soient aveugles au point de ne plus être accessibles qu'à l'erreur. Et les hôpitaux, les cimetières sont pleins de gens qui ont accepté avec satisfaction de se laisser assassiner stupidement par la seule force qu'ils ont cultivée avec soin, la force de leur ignorance. Je répète, le drame, c'est que les hommes soient aveugles au point de ne plus être accessibles qu'à l'erreur. Et les hommes, les cimetières sont pleins de gens qui ont, avec satisfaction, de se laisser assassiner stupidement par la seule force qu'ils ont cultivée avec soin, la force de leur ignorance. Ici, vous n'êtes plus ignorant. Vous savez la vérité. Vous ne devez plus vous laisser tromper. Vous devez changer, formater, mettre à jour votre disque qui a été n'importe comment traficoté. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le reste, c'est libre à vous. Libre à vous. La question dit ceci. J'aimerais savoir, après toutes ces belles révélations, si l'interdiction de la consommation de sel lors d'une hypertension a bien son sens. Mais ça a un sens parce qu'au moins, ça permet, et comme la saignée, ça permet de diminuer le volume global du sang qui circule sur toi. Temporairement, oui. Mais le sel, on ne doit pas en consommer beaucoup. Malheureusement, on en met partout, partout, partout sur nous. Donc, ça a un sens. C'est alimentaire. Oui. Ok, on continue toujours avec Djabango Pierre qui dit ceci. S'il vous plaît, docteur, vous nous conseillez les produits AIM pour faire face à certaines pathologies que nous rencontrons. Est-ce que les résidus
des réactifs utilisés pour la fabrication de ces produits n'auront pas un impact sur notre organisme? Est-ce que quoi utiliser pour la fabrication de ces produits? Les produits AIM, c'est des fruits et légumes, hein? C'est rien d'autre. Hein? Est-ce que les résidus des réactifs utilisés pour la fabrication de ces produits n'auront pas un impact sur notre organisme? Les produits AIM ne sont pas la chimie. C'est les fruits et légumes que vous devez manger. Je répète, les produits AIM ne sont pas de la chimie. C'est pour ça que ce ne sont pas des médicaments. Un médicament, c'est une préparation chimique. Les produits AIM n'ont rien à faire avec la chimie. Ce n'est pas des médicaments. Pour être poli et en comparaison avec les médicaments, les produits AIM sont des aliments. C'est des aliments présentés comme des produits. On les appelle des aliments. Mais en fait, vous savez très bien que les produits AIM complètent votre alimentation qui est une malbouffe, qui n'est plus équilibrée, qui introduit trop d'acidifiants, d'oxydants en vous, avec des métaux lourds. Et c'est pour compenser ça, pour que vos cellules vivent en vous et correctement, que AIM vous donne les fruits et légumes de façon concentrée avec la nanotechnologie pour que vous ayez tout en vous. Ça n'a rien de chimique. Si tu prends la vitamine C de AIM par exemple, avec la vitamine C de pharmacie, c'est totalement deux mondes opposés. Totalement opposés. Quoique tous vont se dire vitamine C. Mais l'un, c'est des fruits avec tout ce que cela suppose. L'autre, c'est une préparation au laboratoire. Merci beaucoup, docteur. Merci. Nos produits, ce sont des biotech, ce sont des produits bio, ce sont des produits naturels, il n'y a rien de chimique dedans. Donc, on continue avec Parfait qui dit ceci. Bonsoir, docteur. Comment explique-t-on l'hypotension? Si on revient, comment l'appelle-t-on, à la formule que je vous ai donnée sur le PAM, si vous revoyez, ça résume très bien la situation. Lorsque la résistance périphérique totale n'augmente pas et que le volume diminue, le volume d'injection systolique diminue, la tension baisse. Des fois, c'est le cœur qui n'a plus la force de battre correctement. La tension diminue. Ça veut dire que dans l'hypotension, si le cœur n'est pas en insuffisance, le cœur n'est pas fatigué, on n'a pas besoin de toucher au caillot. C'est le volume qui compte. C'est pour ça, quelqu'un qui fait la diarrhée et qui vide l'eau de son corps, sa tension baisse. Parce que le volume de sang qui doit être envoyé partout diminue. Ou bien parce que le cœur n'arrive pas à battre comme il faut. Et là, dans ces cas, on met les gens sous heptamine. Par exemple, pour forcer le cœur à battre un peu. Dans ces cas, souvent, la plupart du temps, sauf chez quelqu'un dont le cœur est fatigué, c'est-à-dire en insuffisance cardiaque, il n'y a pas de problème de caillot à gérer. Mais des fois, il peut arriver que le cœur ayant lutté en vain contre les caillots et que vous ne réglez pas, se fatigue. C'est pour ça que vous êtes sous antihypertenseur longtemps, vous finissez en insuffisance cardiaque. Vous comprenez très bien. Et la tension va chuter. Et je vais vous le dire, la plupart des gens meurent d'AVC et autres avec une tension normale. C'est-à-dire que le malade meurt quand même guéri de son hypertension. Vous voyez que c'est fou, non? On vous donne les antihypertenseurs, votre tension est normale, vous faites AVC et vous mourrez. Vous voyez un peu, si vous comprenez, vous faites l'inversion, vous allez voir pourquoi que les gens ont la diarrhée, la tension baisse avec la même formule. Le jeu est simple.
l'hypotension, c'est un peu l'inverse de l'hypertension. Et là, vous comprenez très bien. Et c'est pour ça qu'on a l'hypotension, on donne heptamine. Heptamine fait quoi? Ça force le cœur à battre plus. Alors que les bêta-bloqueurs ralentissent le cœur. Vous avez tout compris. Merci beaucoup, docteur. Excusez-moi. Vous voyez, vous avez tout devant vous pour comprendre les choses si vous vous posez des questions. Mais le problème, c'est que vous ne vous posez pas de questions. Il suffit de vous poser des questions, de comprendre les choses. Tout est devant vous. On n'a pas besoin d'être un génie pour comprendre. Tout est devant vous. Merci beaucoup. Merci, docteur. On continue avec Dior qui demande ceci. À partir de quel chiffre dit-on qu'une personne est hypertendue? Le chiffre-là a évolué pendant longtemps. Quand moi je faisais les études, quand tu n'as pas 16,9, tu n'es pas considéré comme hypertendu. Encore que je vous dis, l'hypertension, ça ne veut rien dire. Mais quand je faisais des études chez une femme enceinte qui a une tension à 14,9, déjà, elle est considérée comme hypertendue. À 13, elle est en jaune, quoi. C'est ce qui est défini. Aujourd'hui, tout le monde, à partir de 14, est considéré comme hypertendu. Mais vous devez savoir que dans la définition, il y a l'hypertension de la maxima, c'est-à-dire du premier chiffre, l'hypertension de la minima, ce qui est plus dangereux, c'est le deuxième chiffre, et puis il y a l'hypertension des deux. Mais je viens de vous le dire, je viens de vous le répéter. La plus dangereuse des trois là, c'est quand le petit chiffre s'élève. C'est-à-dire, ça montre que le cœur se repose mal. Le deuxième chiffre qu'on vous donne pour la tension, c'est ce chiffre-là. Quand ça s'élève, ça annonce l'apocalypse. Mais passons. L'hypertension n'est pas un problème. Ça, vous le savez, c'est le message que je voulais faire passer. Petit à petit, vous comprendrez. Mais vous devez faire une réflexion personnelle, une logique personnelle, en mettant chaque puzzle correctement pour comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas un problème, ça n'a jamais été un problème. L'hypertension est une solution. Et donc, ce n'est pas une maladie. Pardon, ce n'est pas une maladie, pardon. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Il y a Décolores qui dit « Ma question n'est pas tellement liée à la tension, mais j'aimerais juste savoir ce qui cause les varices souvent au niveau des membres inférieurs. Comment… » Vous avez compris. On ne va pas discuter, c'est des caillots. Ça veut dire que le sang n'arrive pas à retourner vers le cœur. Ils ont des blocages et les vaisseaux se dilatent, c'est tout. Vous avez compris. C'est le retour qui est difficile. On donne des vénotoniques pour repousser le sang. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est les obstacles sur le chemin de retour. L'hypertension, c'est au niveau artériel. C'est quand le cœur doit pousser pour vaincre les caillots sur les artères. Maintenant, sur le retour, il peut y avoir des caillots aussi. Et là, le premier signe, c'est les varices. Ça revient au même. Ça revient au même. Ok, merci beaucoup, docteur. On ne peut pas régler les varices sans régler les caillots. Ce n'est pas possible. Donc, vous voyez que prendre en charge l'hypertension, la première des choses, c'est d'abord savoir que ce n'est pas le problème. Et le problème, c'est les caillots. C'est la première des choses. Maintenant, si vous êtes mis sous antihypertenseur, c'est-à-dire les médicaments qui diminuent la tension, vous devez savoir que c'est des dangers pour vous. Même si c'est bon pour un temps, les chiffres qui baissent là, c'est le malade qui meurt guéri. Ça ne veut rien dire. Je vous ai lu la phrase du docteur Kalmar tout à l'heure. Le DRAB est autorisé et des gens
remplissent les hôpitaux inutilement par la force de leur ignorance. C'est le docteur Karl Marx qui écrivait ça. Je l'ai copié. Donc, c'est amener la personne petit à petit à comprendre que la tension qui s'élève, c'est un signe d'ailleurs de vitalité de son cœur, mais qu'il ne faut pas laisser perdurer. Et le problème, le vrai, c'est les obstacles sur le chemin qui ne sont que des cailloux. Ces cailloux viennent de quoi? D'une mauvaise alimentation acidifiante. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Ralentir le cœur pendant un certain temps en s'attelant à dissoudre les cailloux sur le chemin, mais sans oublier que les cailloux apparaissent quand l'oxygène diminue. Donc, apporter à son organisme tout ce qui est alcalinisant, c'est-à-dire de l'oxygène. Les fruits, les légumes, bref, les végétaux. Et éviter d'amener sur notre corps ou dans notre corps tout ce qui doit nous voler l'oxygène. Et c'est ce qu'on appelle les oxydants, les acidifiants, ainsi de suite. Donc, vous devez donner à votre corps les antioxydants, les alcalinisants, les énergisants, les anionisants. Voilà. Mais le chiffre de la tension ne doit pas être votre préoccupation parce que ce n'est pas votre problème. C'est un don. Pour l'organisation de la mondiale de la maladie, c'est une poule aux œufs d'or. On a transformé la population mondiale en vache à lait. On traite, on continue à traire. Si vous êtes une vache, on va vous traire. Devenez des bœufs. Comme ça, il n'y a pas à traire. On peut vous castrer, mais on ne va pas vous traire. Je vous fais rire. Les gens là, les Occidentaux aiment trop les vaches à lait. Au point de proposer le lait à des gens de plus de 5 ans qui s'en raffolent. Alors que c'est le lait de vache. Bon. Allô, docteur. Oui. Oui, vous avez la parole, docteur. Une fois encore, nous avons fait notre part d'éveil. Nous avons fait notre part pour vous dire que vous ne devez pas vous laisser vous manipuler, qu'on vous mente, qu'on vous crée la peur. Et vous ne devez pas servir de vache à lait et d'esclaves diplômés, de cyniques individus qui décident partout créer telle maladie ou telle autre. Heureusement, aujourd'hui, je vous ai dit, l'hypertension n'est pas une maladie. Ce n'est qu'une maladie imaginaire. Si vous voulez rester hypertendu, vous êtes un malade imaginaire. C'est votre choix. Nous avons fait notre part d'éveil. Et ce que Dieu fait. Dieu n'a jamais fait quelque chose de mauvais et Dieu n'a pas trouvé une solution mauvaise pour nous. Pardon. C'est ce que j'ai voulu partager aujourd'hui. Et je le dis honnêtement, Dieu merci, on a pu finir quand même. L'hypertension n'est pas une maladie parce que ce n'est pas un problème. Merci à vous. Merci, namasté. Aujourd'hui, vraiment, il y a eu tellement de coupures, mais bon, Dieu merci, nous sommes arrivés à la fin de la conférence. Nous remercions beaucoup tous ceux qui nous ont suivis. Nous remercions également notre leader, M. Chérif Ngoum, celui qui se démerde tout le temps pour qu'on puisse s'entendre sur Merci à Chérif et à sa femme, bien sûr. Tu sais, derrière un homme, il y a toujours une grande dame cachée quelque part.
Merci à sa femme, merci à ses enfants pour tout ce qu'ils font. Et merci à vous pour la patience.